Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Super Potion, l'émission, ton émission préférée, j'ai envie de dire, consacrée à l'univers des boissons, de la bière, des spiritueux, des sodas, du vin, tout ça à base de marketing et aujourd'hui à base de juridique. Je reçois Pierre Galmiche. Salut Pierre. Bonjour à tous, salut Ludo. Comment vas-tu ? Ça va pas mal, écoute, et toi ? Parfait, moi ça va très bien, je suis bien content de t'avoir aujourd'hui pour un podcast peut-être un peu différent des autres, moins tourné marketing et plus tourné sur l'aspect juridique parce qu'il y a quelques petites pépites, quelques petites alertes récemment sur les réseaux sociaux, donc on va parler de tout ça. Ça va être coupé en deux parties, donc est-ce qu'on peut tout se permettre sur le web et sur les réseaux sociaux, et puis une partie plus comment faut faire, quelles sont les bonnes pratiques quand on est une entreprise en création, une entreprise de boissons, quoi, une marque de boissons. Mais avant toute chose, pour commencer, question simple et basique que je pose à tout le monde, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Pierre Galmiche, moi je suis avocat au barreau de Paris, je suis counsel au sein du cabinet Aramis, qui est un cabinet d'affaires full service. Je suis plus spécialement dans l'équipe droit économique qui gère les questions de droit de la concurrence, essentiellement, mais aussi de droit de la consommation, droit de la distribution. Donc on va dire tous les aspects. euh, Qu'est-ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention quand on vend des produits sur un marché. Et également, on développe en ce moment une expertise en droit douanier, aspect droit douanier pur et dur, mais aussi des aspects sur les contributions indirectes, notamment sur les accises. Ok, et du coup, il y a une spécialisation dans la boisson ou c'est vraiment plus global que ça, ton Non, cabinet ? non, dans le cabinet a une activité généraliste, on va dire, en droit des affaires. Donc, on travaille D'accord. pour tout type d'industrie, que ce soit du secteur agricole, on a fait du secteur bancaire récemment, donc secteur Ok. postal, donc c'est assez large. D'accord. Ouais. Et du coup, j'ai vu que tu étais 6 ans et demi du coup, chez Aramis en tant qu'avocat collaborateur droit économique. Et depuis janvier, tu as switché et c'est avocat counsel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux nous expliquer ? Avocat counsel, en fait, techniquement, je suis toujours collaborateur, c'est-à-dire que je suis un indépendant et je travaille pour le cabinet. Je travaille sur les Ok. dossiers du cabinet. Mais le truc de counsel, c'est un petit statut, c'est un titre, on va dire, c'est un héritage des cabinets anglo-saxons pour dire les avocats collaborateurs qui sont un peu capés, qui sont un peu aussi, qui sont en charge aussi de développer la pratique, d'aller voir des clients et justement d'être capable de gérer des dossiers un peu seul, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et donc Parfait. peut-être un jour passer partenaire, mais ça c'est pas tout de suite. D'accord. Voilà. Et du coup, tu as une spécialisation aussi. En gros, j'ai un invité cool aujourd'hui parce que tu n'es pas seulement juriste, tout ça, mais tu as vraiment baigné dans la sphère, dans l'univers Alors brassicole. je vais te corriger, je peux pas dire que je suis spécialisé, puisque mes règles déontologiques m'empêchent de dire que je suis spécialisé, Excuse-moi. puisque Ok. je ne peux dire que je suis spécialisé que si j'ai un certificat de spécialisation délivré par le Conseil national des barreaux. Ok. Donc je peux dire que j'ai une pratique que j'ai une voilà que je travaille dans tel ou tel secteur, mais je peux pas dire que je suis spécialisé. Ok. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu avais un background dans la bière et une bonne connaissance de cet univers-là, puisque Ouais. tu as écrit pour Happier Beer Time, c'est ça ? C'est un blog collaboratif où tu intervenais principalement pour de la vulgarisation juridique, c'est ça ? Relatif C'est à la ça. bière ? Moi, je suis arrivé dans la bière parce que en tant que droit de la concurrence, on est amené parfois à aller travailler à Bruxelles. Donc moi, j'ai fait des stages à Bruxelles parce que c'est un peu la mecque du droit de la concurrence en Europe. Ok. Du coup, forcément, j'ai découvert la bière là-bas. Et donc, quand je suis revenu à Paris, j'ai voulu continuer à travailler. Enfin, j'aime bien la bière. Je trouve ça c'est un secteur passionnant. Et du coup, forcément, apporter mon angle à moi, qui est un angle juridique, c'est intéressant. Et puis, au fil des contacts, ouais, j'ai rencontré donc Thomas de Happy Beer Time. Et puis petit à petit, moi, ça m'amuse d'aller regarder ces sujets juridiques-là. Donc, je suis allé regarder les décrets bières, je suis allé regarder les questions de. Il y avait une grande question de. C'était à l'époque la grande question de ce que c'est l'indépendance, qu'est-ce que c'est être artisanal, etc. Donc, du coup, j'étais allé voir cette notion de petite brasserie indépendante à l'époque en matière Ouais. fiscale qui était un truc intéressant. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé là-dedans.
Et puis en fait, j'ai retrouvé au barreau de Paris des confrères qui étaient aussi intéressés et qui étaient aussi passionnés par ça. Et un peu sur le ton de la blague, on s'est dit, mais en fait, faut faire une association au barreau de Paris pour aller boire de la bière sous un prétexte professionnel. C'est inconventionnel, ça, quand même. C'est cool. Ouais, alors les associations au barreau de Paris, il y en a de tous, hein. Il y a forcément les associations très sérieuses, type droit et procédure et compagnie. Et après, il y a aussi les amis d'Elton John, les papillophiles du Palais, les amis de Tintin, etc. Donc, et ouais, du coup, on en parlait avec un copain qui un troisième a dit, mais en fait, chiche. Du coup, on l'a fait, et donc on a créé ce qu'on appelle les biérologues au Palais. Donc, il y a une association au barreau qui a pour but d'organiser des dégustations en fait pour les avocats et pour les professions, on va dire juridiques et judiciaires de Paris et sa région. Et donc tous les 2-3 mois, on organise une dégustation sur un thème. Ça peut être aller faire des dégustations soit sur un style, soit sur une origine géographique, soit sur un type de fermentation, etc. Donc ça fait quelques années qu'on a ça. Et puis on a eu le confinement qui nous est tombé sur la figure comme tout le monde, et on se disait qu'est-ce qu'on fait pour maintenir un lien avec et pour continuer à faire vivre un peu l'asso. Et du coup, on a créé un podcast qui s'appelle le Beercast au Palais, un nom très original vu de l'association. Beercast au Palais. Alors tu l'écris comment pour nos auditeurs? Alors c'est B2ERCAST. Plus loin, AU, plus loin, palais, comme le palais de la bouche ou le palais de justice. Ok, d'accord. Et du donc, coup, dispo sur Spotify, tout ça, les gens peuvent aller sur écouter. Toutes les plateformes. Il y a même des gens qui nous ont dit, mais on n'est pas sur telle plateforme obscure. Alors du coup, il fallait aller regarder comment ça fallait. Donc ouais, j'ai découvert les arcanes du podcasting à cette occasion. Cool. Et ce qui est assez fascinant. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir des discussions un peu relâchées, un peu détendues sur des sujets juridiques relatifs à la bière, et entrecoupés de dégustations de bières qui nous intéressaient. Ouais. Et donc voilà, donc on a pu parler de quoi? On a pu parler, alors à l'époque du confinement, il y avait toutes les questions de qui avait le droit d'ouvrir, qui avait pas le droit d'ouvrir. C'était une période assez fascinante puisqu'on voyait le droit se créer jour après jour, puisqu'il y avait un décret qui sortait, le lendemain il y avait un décret rectificatif du décret de la veille, etc. Donc c'était assez passionnant. Et puis après, on a vu des sujets un peu plus généraux. On est allé parler de houblon avec un néo-houblonnier qui est venu parler avec nous. On a pu parler de publicité, puisqu'il y a eu un arrêt assez important il y a 3 ans bien maintenant, qui a été rendu. Voilà, donc c'était assez généraliste. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On a un peu moins le temps puisqu'on reprend les dégustations. On a un peu des enfants aussi. Ça t'a apporté des affaires de créer ce podcast-là? Alors, ça apporte des affaires. Oui, alors c'est aussi lié au fait que du coup je m'investis dans le secteur et que je rencontre des gens, etc. Alors je sais pas si c'est le podcast qui m'apporte des affaires, mais oui, moi je ne m'en cache pas que moi c'est l'objectif aussi de travailler pour des brasseurs et de pouvoir travailler pour des gens du secteur. Et je le fais parce que ça m'intéresse, et je le fais aussi parce que ça m'intéresse. Voilà, c'est intéressant de travailler pour des gens comme ça, et je veux pas m'en cacher, je veux pas en faire une pudeur particulière, quoi. Je sais qu'il y a des gens il y a des gens dans la sauce qui ont pas forcément envie d'en faire un axe commercial. Moi, c'en est un, je m'en cache pas, et ça resterait bière ou tu t'intéresses aussi pour tout ce qui est vin spiritueux? Alors moi je m'intéresse au vin, même si je m'y connais beaucoup moins, et j'ai plus de mal à retenir ce que j'ai bu malheureusement. Sur les sujets juridiques, le truc c'est que la bière, il y a moins de monde, donc forcément on me demande plus de parler sur des sujets juridiques relatifs à la bière, tandis que dans le vin il y a quand même pas mal de praticiens, même si c'est un sujet qui m'intéresse. C'est assez spécifique, le vin, c'est quand même assez c'est là où bière et spiritueux, c'est quand même, on va dire que le vin, il y a vraiment une réglementation propre. En plus, on est en France, avec la France a négocié pas mal de choses au niveau européen et international. Voilà. Mais oui, les spiritueux, moi, je trouve ça aussi assez passionnant. Même sur les aspects techniques, je trouve ça assez
assez fun en fait. Moi, je suis toujours très intéressé par les métiers des gens et les aspects très pratiques des métiers des gens. Donc moi, quand on m'explique que, alors sur la bière, on a pris telle levure à telle température parce que ça va faire ça, moi je trouve ça incroyable. Et pareil Ouais, sur c'est les fou, spiritueux, on a utilisé telle machine pour faire la distillation, pas plutôt telle autre, et puis avec telle matière parce qu'on pense que c'est mieux, et puis à telle température. Je trouve ça assez fou de se dire qu'il y a des gens qui savent ça en fait et qui maîtrisent ce genre de choses. Ouais, il y a 5000 ans d'études derrière. C'est ça, exactement. Pour le coup, ouais. Ok, et t'écris aussi pour Bière Actu plus récemment. Exactement, ouais. Plus récemment, j'écris un peu pour Bière Actu. C'est plus des sujets d'actualité, là, c'est plus des réactions face à l'actu. J'avais écrit quelques trucs, hein, un article un peu général sur les axes, mais sinon c'est plutôt des réactions. Voilà, je récupère des infos par-ci par-là et toujours liées au juridique quand même parce que c'est ça ma valeur ajoutée. Et puis c'est un des petits commentaires. Je crois que la dernière chose c'était sur la question de l'étiquetage de l'origine des bières sur le lieu de brassage là, projet de décret qui avait été âprement négocié par le SNBI. Et qui visiblement va être mis à la trappe par le gouvernement pour des raisons juridiques en fait liées à la réglementation européenne. Voilà. D'accord. Donc, ok. Parfait. Eh ben, on va passer au super quiz avant d'entamer les sujets du jour. Donc, pour rappel, tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Donc, sans vraiment hésiter ou réfléchir, au mieux. Est-ce que tu es prêt ? Ça va être compliqué, mais ouais, vas-y. Alors, projet de décret français sur l'origine géographique des bières. Pour ou contre ? Pour. Ça va pas marcher, ça va pas passer, mais c'est pour. Ok. Budweiser ou Budvar ? Ah, Budvar. Pale Ale ou 1349 Black Ale ? Pale Ale. Plutôt Hellfest ou Solidays ? Ni l'un ni l'autre. Pour ou contre les posts sponsorisés pour l'alcool sur les réseaux sociaux ? Contre. Loi E20, pour ou contre ? Pour. Je peux être plus précis. On va être plus précis plus tard, hein, t'inquiète pas. Meta ou Google ? Google. Podcast ou réseaux sociaux ? Podcast. Spiritueux sans alcool, pour ou contre ? Pour. Et pour finir, Cicérone ou BJCP ? Cicérone. Ok, merci. Et d'ailleurs, tu as une certification Cicérone en tant que serveur bière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste ? C'est le niveau 1 du Cicérone. C'est le petit test qu'on fait sur Internet. C'est un truc assez basique où on doit savoir grosso modo quels sont les styles de bière, quelques principes de base de service de la bière, comment fonctionne une tireuse, qu'il faut laver le verre avant de l'utiliser, etc. Ok. Voilà. Et j'ai fait ça pour. À un moment, on s'est chauffé avec des copains pour le faire, et du coup, j'ai acheté un bouquin, je l'ai potassé et j'ai passé le truc, quoi. Donc, ok. Et ça t'est servi pour quoi ? Pour des soirées ? Non, pour passer derrière le bar ? Pour m'amuser. Juste pour t'amuser. Ouais. Moi, j'aime bien l'aspect, on va dire, les styles, l'origine des styles, l'aspect historique de la bière aussi. Donc, c'est permis d'explorer ça. Ok, parfait. Et pas prévu d'aller plus loin dans Cicérone ? Non. D'abord, j'ai du travail, d'abord j'ai des enfants, et puis après, si j'ai du temps, on verra. Normal. Alors là, on va attaquer le sujet, le vif du sujet. Donc, peut-on tout se permettre sur le web et sur les réseaux sociaux ? Moi, j'ai remarqué que la scène craft française a connu un boom depuis quelques années. Et forcément, quand il y a un boom, il y a une duplication des comptes Insta, des comptes TikTok. Et pourtant, la nouvelle génération, elle semble un peu sans filtre dans leur com. Moi, j'ai envie de dire, où est passée la loi E20 ? Dans tous les posts que je vois, dans tous les feeds Instagram, je vois des brasseurs qui font des photos dans les cuves, qui se font plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de voir ça parce que je trouve ça cool et fun. Mais je me dis, on est en France, où est la loi E20 ? Et
est-ce qu'elle va pas taper sur les doigts de n'importe qui? Est-ce que ça fonctionne comme Adopi, tu vois, où tu reçois une lettre et t'es la seule brasserie parmi les 2500 qui reçoit une lettre? Enfin, comment ça se passe en fait sur les réseaux sociaux? Alors, on va peut-être revenir à la base de ce que c'est que la loi Evin. Ouais. La loi Evin, c'était une loi, donc c'est une loi de 91. On va passer, on va zapper l'historique, mais avant, grosso modo, il y avait une loi qui disait voici ce qui est interdit dans la publicité des bières, dans la publicité des alcools. À partir de 91, on a déjà, alors il y a un aspect tabac, c'est interdiction absolue de la publicité pour le tabac, et sur les alcools, au lieu de dire voici ce qui est interdit, on va dire voilà ce qui est autorisé. Et le reste, c'est interdit. Et donc, on va autoriser la publicité pour les alcools de deux manières. On va autoriser des supports et on va autoriser des contenus. Et donc, il y a certains types de supports qui sont visés. Alors, ça peut être des affiches, ça peut être, par exemple, aussi un support un peu plus étonnant, c'est les moyens de transport utilisés pour la livraison des boissons alcooliques. Donc, c'est pour ça que souvent, on voit des publicités sur les camions qui vont aller livrer dans les cafés. Ouais. Et il y a aussi, qui a été ajouté par la suite, les Internet, les moyens de communication électronique. D'accord. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc grosso modo, la publicité sur Internet est autorisée. Et la deuxième question, c'est le contenu. Et le contenu, il y a une liste assez précise à l'après-vert. Il doit y avoir une dizaine d'items, peut-être un peu plus, sur ce qui est autorisé. On peut parler des gens qui font, on peut parler de c'est quoi le goût, on peut parler de c'est quoi l'odeur. Attendez, je reprends un peu pour donner quelques exemples. Quand tu disais la publicité est autorisée, tu parles de sponsoring, de posts sponsorisés? Alors, il y a deux choses. Il y a la publicité et il y a le parrainage. La publicité, c'est en fait, ce qui est interdit, c'est la propagande et la publicité. La publicité, c'est le fait de recevoir en contrepartie de l'argent, mais la propagande aussi, c'est le fait de c'est pas nécessairement le fait d'avoir une contrepartie. Il y a cette notion de propagande et publicité, elle est aussi utilisée, c'est la même notion qui est utilisée en termes de tabac, et il y a une affaire assez connue qui est un peu ancienne, tu as peut-être entendu parler, qui est la question de qu'est-ce qui se passe quand il y a des gens qui prennent des photographes et des magazines qui publient des photos de Formule 1, de compétition de Formule 1 avec des publicités pour des produits du tabac. Et en fait, la Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas forcément besoin de qualifier une contrepartie pour pouvoir qualifier l'existence d'une propagande, d'une publicité, justement en disant la publicité, oui, c'est une contrepartie. Grosso modo, je fais de la com autour d'un produit en échange de quelque chose. En revanche, la propagande, c'est pas forcément le cas. C'est le fait simplement de mettre en valeur un produit en général. Donc ça peut être j'aime le vin, par exemple. Ça, c'est considéré comme de la propagande. Tandis que la publicité, c'est je mets en valeur un produit en particulier. Et il n'y a pas forcément besoin d'une contrepartie. Donc ça, c'est important. Et après, sur le contenu, ouais, on a toute une liste de contenus. Quel est le degré d'alcool, l'origine, la dénomination, composition, nom et adresse du fabricant, modalité de vente et de consommation. C'est pour ça que souvent, dans les publicités affichage sur le mode de consommation, quand tu as par exemple, quand tu vois Apérol, là, ils disent alors vous mettez telle dose d'Apérol, telle dose de vin, etc., quoi. Ouais. Donc ça, c'est parce que c'est le mode de consommation. Ok. Donc ça, et puis après, il y a aussi l'origine territoriale, les indications géographiques, etc. En fait, c'est tout l'inverse du marketing, parce que le marketing, pour qu'il marche, faut que ça soit émotionnel et faut pas forcément qu'on parle de la qualité du produit. Ouais. Sauf qu'en fait, la loi Evin, elle tue le marketing pour toutes les boissons alcoolisées au final. Ouais, justement, c'est ça en fait. Alors, c'est le point qui a fait l'objet d'un arrêt important de la Cour de cassation en 2020. D'accord. La Cour de cassation s'est prononcée sur une publicité pour une bière, pour Grimbergen. Grimbergen avait fait un petit film qui avait été diffusé sur Facebook, je crois, où ils avaient détourné le générique de Game of Thrones, tu sais, avec les cités qui s'envolent, etc. Ouais, et ils avaient fait leur truc avec l'origine du phénix, le phénix renaît de ses cendres et compagnie, et voilà, ils se baladaient. Okay. Ça avait été poursuivi.
On reviendra après sur qui poursuit parce que c'est aussi un point important et qui peut expliquer pas mal de choses. Ça a été poursuivi. La Cour d'appel de Paris a rejeté, alors elle a accepté considéré qu'une partie était illicite, mais elle a pris une position importante en disant la publicité est autorisée et pour faire de la publicité, on a forcément besoin d'éléments subjectifs. On est obligé parce que sinon c'est pas de la publicité. Il y a forcément un élément de subjectivité qui doit être autorisé pour pouvoir faire de la publicité. Donc cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation et la Cour de cassation a cassé l'arrêt justement sur ce point relatif à la subjectivité en disant non, l'intégralité des mentions visées dans le Code de la santé publique, des mentions autorisées pour la publicité pour les boissons alcooliques, doivent être objectives. Et en fait, cet arrêt impose un caractère informationnel de la publicité. C'est-à-dire que c'est plus vraiment de la publicité, c'est de l'information. Je suis personnellement assez critique sur cet arrêt, pour des raisons assez diverses, pour des raisons d'opportunité, puisque je pense que je suis assez d'accord avec la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire que la publicité nécessairement, sinon c'est plus de la publicité, on fait de l'information, on met des fact sheets et on met ou alors on dit non, le on nom interdit et voilà. la pub, Ou alors on interdit le la tabac, pub. quoi. Sauf qu'on peut pas interdire la pub pour des raisons de droit de l'Union européenne qui, à partir là où sur le tabac, on va dire les enjeux de santé publique sont suffisamment importants pour justifier une interdiction de la publicité. Il y a eu un arrêt un peu ancien qui doit avoir 20 ans aujourd'hui. Concernant je sais plus quel pays nordique où justement l'interdiction absolue de la publicité avait été considérée comme portant atteinte au commerce entre États membres en fait. Donc moi il y a cet aspect on va dire d'opportunité et puis il y a d'autres aspects juridiques. Déjà, est-ce que en référence à cet arrêt de la Cour de justice, cette interprétation très stricte de la Cour de cassation, là où la Commission et la Cour de justice avaient autorisé le régime français en disant ok ça passe parce que justement il reste de la publicité autorisée, elle est simplement encadrée. Est-ce que finalement ce tour de vis fait sur les conditions de la publicité ne va pas tellement loin qu'en fait ça emporte un problème de conformité avec le droit de l'Union européenne? Et deuxièmement, il y a aussi un aspect, c'est qu'en principe, c'est rarement appliqué comme ça, mais en principe, la loi Evin, c'est un texte pénal. C'est-à-dire que c'est interdit et il y a des sanctions pénales qui sont liées. Alors, je ne sais plus exactement c'est quoi, mais c'est pas forcément très élevé, mais c'est quand même des sanctions pénales. Il y a un principe en matière pénale qui est le principe de prévisibilité et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. C'est-à-dire que prévisibilité, on doit savoir ce que c'est, et l'interprétation stricte, si jamais il y a un moyen de considérer que si, quand on lit le texte, il y a une manière d'interpréter qui fait que c'est autorisé, on doit l'interpréter de cette manière. Très schématiquement. Ok. Il se trouve que je pense, moi à titre personnel, je pense que cette exigence d'objectivité rend l'exercice de la publicité complètement imprévisible en fait. La question de savoir si c'est autorisé ou pas, ça le rend imprévisible. Parce que moi personnellement, je ne sais pas ce que c'est qu'une notion objective. Informationnelle, je sais ce que c'est. C'est juste mettre un terme. Il faudrait pas faire des études scientifiques parce que au final c'est quoi? C'est des juges qui disent oui ou non. Exactement. Mais est-ce qu'il y a un réel impact? On voit maintenant que les jeunes consomment beaucoup moins d'alcool. Est-ce qu'au final la loi Evin en 2030 peut-être qu'elle sera même plus utile. Enfin, je sais pas. Après, je comprends tout ce que Addiction France fait et que tout puisse être un problème de santé publique, mais à quel point c'est vraiment le cas? À quel point, quand on voit juste une bouteille d'alcool sur la plage, on a forcément envie de boire de manière excessive? Pour moi, c'est un peu too much, mais bon, peut-être que tu as des réponses là-dessus. Non, il n'y a pas forcément d'études, en fait. C'est-à-dire que c'est un truc qui s'est fondé petit à petit sur la pratique et sur la pratique des tribunaux, en fait. C'est petit à petit, on a considéré que, par exemple, mettre en valeur le produit pour créer justement une ambiance de fête, pour mettre le produit dans une ambiance de fête, c'est considéré comme problématique.
Le fait justement d'avoir donc cette interprétation subjective des critères, ça c'est problématique. Voilà, donc on va en fait se retrouver de plus en plus avec des publicités informationnelles, ce qui peut potentiellement être l'objectif, hein. Moi, à titre personnel, je pense que c'est sans doute aller trop loin. Et notamment, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question aussi, c'est on va encadrer la publicité de grands groupes, en fait, de grands groupes qui ont les moyens de réfléchir à tout ça et qui en plus ont souvent des objectifs pécuniaires principalement en tête. Je crois qu'il y a des études, il y a un reportage il y a quelques mois qui avait été fait sur les pratiques d'alcooliers qui était assez accablant pour eux, sur notamment le travail de marketing qui était fait auprès des jeunes. C'est vrai que sur les pratiques en fait, finalement, cette manière de sanctionner des gros acteurs et d'être très difficile, de mettre des critères très, très difficiles contre eux, va en fait sanctionner aussi des petits acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Donc c'est pour ça que moi je suis assez critique de ça, et d'autant que voilà, donc comme je parlais, il y a aussi cette question d'interprétation stricte de la loi pénale. Et il se trouve que dans le texte sur les mentions, c'était un des arguments de la Cour d'appel de Paris, c'était de dire à un moment on parle de références objectives. Il y a un truc qui est autorisé, c'est les références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Et la Cour d'appel de Paris a dit on a objectif qui est dans le texte pour une partie des mentions. Si j'interprète strictement, ça veut dire que le reste n'a pas nécessairement besoin d'être objectif. Je trouvais l'argument assez intéressant. Visiblement, c'est pas l'appréciation de la Cour de cassation, sans doute pour une question d'intention du législateur. Mais c'est étrange parce que j'avoue que quand je parle à pas mal de clients qui ont leurs propres avocats, à chaque fois qu'on leur pose des questions, les avocats ne disent jamais oui ou non. Ils prennent toujours des pincettes et ils répondent jamais avec un truc précis, ce qui fait qu'on sait jamais trop si on est dans le légal, dans l'illégal, et c'est super compliqué si même les avocats savent pas répondre, quoi. La difficulté de ça, c'est qu'en fait, le critère d'appréciation de la légalité, c'est un critère éminemment subjectif qui réside dans le fort de chacun. Est-ce que finalement, alors on a, tu vois, par exemple, l'indication du degré volumique d'alcool, c'est facile. Tu mets un chiffre, la dénomination, c'est facile, la composition du produit, c'est plutôt facile, etc. Maintenant, par exemple, on peut parler de l'origine. C'est quoi l'origine ? Justement, l'une des questions dans cet arrêt Grimbergen, c'est que l'origine, elle pouvait être un peu fantasmée aussi. C'était lié à l'origine dans l'abbaye de Grimbergen, etc. Alors que, en fait, je crois que c'est l'abbaye InBev qui brasse Grimbergen avec une licence de l'abbaye. Mais c'est du storytelling, ça. Oui, bien sûr, c'est ce qui fait vendre, quoi. Exactement. Est-ce que finalement l'origine, c'est quoi l'origine ? Est-ce que c'est l'origine historique ? Tu le reprends, finalement, c'était initialement une bière brassée par des moines, et puis après, quelqu'un a récupéré le nom pour en faire une bière plutôt plus industrielle, sur autorisation, etc. Ou alors, est-ce que tu dis simplement, l'origine, c'est brassé là. Voilà. C'est brassé à tel endroit par telle brasserie. Ouais, ça fait tout de suite moins rêver, mais bon, c'est sûrement ce qu'il faut faire. Et pour en revenir à ma question première, parce qu'on a vachement divagué, le fait de voir toute cette scène craft avec toutes les brasseries, nano-brasseries et brasseries artisanales qui se font plaisir sur leur post Insta, en story, ou même vraiment dans les publications ou dans les reels, d'avoir du fun dans le lieu de travail. Est-ce que ça passe parce que c'est les gens qui produisent et que la loi E20 autorise ça ? Est-ce qu'ils ont le droit de se marketer comme ça ? Est-ce qu'ils vont se faire taper dessus d'ici peu ? Enfin, est-ce qu'il va y avoir un renivellement ? Je pense que si tu fais des posts en disant « Regardez, les gens qui travaillent chez nous s'amusent, ils font des produits qu'ils aiment bien et on les voit dans le lieu de travail en train de... » Pas forcément en train de boire, ça je pense que si ça... Enfin, en train de boire, ça peut se discuter, mais s'ils sont en train de travailler, ça, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Justement en lien avec une autre affaire qui doit avoir 7 ou 8 ans, qui était une affaire concernant le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, je crois, ou des vins de Bourgogne, je sais plus, le CIVB.
où justement, ça avait été considéré comme possible de faire alors c'était des affiches en l'occurrence, mais des affiches avec des gens qui buvaient. Et c'était possible parce que c'était les viticulteurs et les vignerons qui étaient représentés sur les affiches. Et justement, c'était considéré comme ça, c'était possible parce que c'était les gens qui produisaient et on montrait en fait, on montrait l'origine du produit par ce biais-là. Donc ça, c'est pour moi du coup le fait de représenter des gens en train de travailler, je pense que c'est vraiment pas un souci parce que ça fait vraiment partie des mentions qui sont possibles. S'ils sont en train de boire dans un contexte plutôt neutre, puisque en l'occurrence c'était des affiches où je crois que ils étaient représentés sur fond blanc ou sur fond un peu beige, un peu basique. Du coup ça me semble, si jamais on n'est pas dans un contexte festif et on est dans un contexte un peu neutre, ça doit passer. Au contraire, si jamais on représente, même si c'est des brasseurs et qu'on les représente en train de boire dans un contexte plus festif ou plus de mise en avant du produit, je pense que là, on se rapproche plus de la ligne rouge. On est plus en danger de compatibilité. Ok. Et après, d'un point de vue purement communication, marketing et créer une communauté, est-ce que ça fait pas sens que les petites brasseries qui vont pas forcément se faire pointer du doigt ou avoir des problèmes commencent comme ça, en évoquant, en s'en foutant un petit peu de la loi E20 et en évoquant peut-être de l'émotion pour gagner un petit peu de public, et puis le jour où ils deviennent plus gros, ils arrêtent totalement. Et est-ce que c'est pas un parti pris bon, ou est-ce que ça serait plutôt dangereux? Alors, je ne saurais recommander de violer la loi. Je me doute. Ce n'est pas possible. Je peux éventuellement parler de risque pris. On peut sans doute penser que c'est assez clair que les affaires qu'on voit, c'est plutôt lié à des gros acteurs. Pour l'instant, moi, j'ai jamais vu passer de questions d'affaires concernant d'autres personnes que Kronenbourg, que Carlsberg, enfin que Grimbergen, voilà, que des gros acteurs en fait dans le secteur de la bière. Donc c'est pour ça que je pense que que les petits acteurs vont pas forcément être visés. En tout cas à ce stade, ça pas impossible que ça change en fait. L'application de la loi E20, c'est principalement et quasi exclusivement, à mon sens, initiée par Addiction France, qui est une association qui vise à limiter les addictions et qui travaille sur tout un tas d'addictions, et notamment les addictions à l'alcool. Ils ont un service juridique qui est vraiment compétent et qui est très actif et qui initie des actions pour faire avancer la jurisprudence aussi. C'est-à-dire qu'ils ont un aspect lobbying pour faire avancer la loi, et ils ont des actions pour faire avancer la jurisprudence. Et donc, aujourd'hui, ils visent les gros acteurs. Je n'exclus pas que dans le futur, ils visent des petits acteurs. Si jamais ils se disent que finalement, les gros acteurs, ça y est, en tout cas, on n'a pas d'affaires aujourd'hui à ce jour, où on considère que le problème aujourd'hui, c'est peut-être les petits acteurs. Je ne sais pas si jamais leur interprétation, c'est ça. J'exclus pas qu'ils essayent de lancer des actions un peu symboliques, un peu efficaces, pour aller marquer le coup et aller lancer des alertes sur les plus petits acteurs. Okay. Ça n'a pas l'air d'être pour l'instant leur position. Aujourd'hui, leur grand sujet, c'est aller attaquer les réseaux sociaux directement. Ouais. Et ça d'ailleurs c'était ma question d'après, au niveau des influenceurs, ça bouge aussi pas mal. Et du coup il y a eu un jugement rendu le 5 janvier dernier par le tribunal judiciaire de Paris qui a condamné Meta à retirer 37 publications jugées illicites sur Instagram. Donc l'association Addiction France a d'abord tenté d'envoyer des messages en privé aux influenceurs, ils n'ont pas répondu. Ils ont fait de même sur Meta n'a pas répondu, et du coup là ils se sont dit bon bah on va porter ça en justice, et là il y a eu une décision de santé publique qui a été prise là-dessus. Et parmi les choses qui posaient problème justement, il y avait ne pas faire apparaître de mentions sur les photos même si elles sont présentes en description. Donc vraiment sur la photo même, l'alcool et le côté farniente,
L'alcool et la festivité, l'alcool et le glamour, l'alcool et la notoriété, l'alcool et la détente, et enfin, en gros, tout ce que font les anglo-saxons. Ouais. Et eux, ils n'ont pas de problème. Ils mettent beaucoup de notoriété, ils mettent le sport, ils mettent le côté glamour. Enfin, là, ils s'en donnent à cœur joie, sauf qu'en France, on peut pas. Est-ce que toi, tu as des précisions sur le sujet Alors, il y a 2 jugements. Il y a un premier jugement qui date de mai 2022, qui concernait le compte Your Best Riflon, je sais pas comment on dit, Ok, c'était sur le Ricard. Un d'accord. compte de shitpost sur le Ricard, grosso modo, qui est justement, leur objectif, c'était déjà de supprimer le contenu du compte. Et de la même manière que dans l'arrêt de janvier 2023, l'objectif, c'est d'obtenir les identités des personnes qui tiennent ces comptes-là. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est l'étape d'Addiction France, c'est d'aller puisque là où auparavant la publicité c'était facile, c'était quelqu'un qui pour ses produits allait afficher, allait mettre une affiche, allait faire une vidéo sur internet, etc. Mais on savait qui faisait la publicité. Aujourd'hui, avec les influenceurs, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas forcément. Et c'est pas du tout impossible, d'ailleurs, qu'il y ait certains acteurs qui, sous couvert d'influenceurs, fassent de la publicité eux-mêmes. Donc, là, aujourd'hui, la position d'Addiction France, de ce qu'on voit de ces actions, c'est que on doit aller taper, en fait, des particuliers, en tout cas des influenceurs, des gens qui ne sont pas directement liés à des marques d'alcool, des gens qui répondent pas, qui n'ont pas forcément de service juridique qui va répondre, ou d'avocat qui va répondre à des demandes de mise en demeure, etc. Et du coup, il faut à des gens dont on connaît pas l'identité. Et donc, il faut aller les taper directement. Et donc, ils ont une action qui leur est ouverte, qui est cette action de procédure accélérée au fond, qui leur permet en fait d'aller voir, c'est quand ça concerne justement des publications sur Internet, ça leur permet d'aller taper directement les plateformes pour, demander la suppression, et 2, demander la communication des identités. Aujourd'hui, ils ont été donc Meta a été condamné. À la base, ils avaient dans la question sur Your Best Riflon, ils avaient aussi visé TikTok. Mais TikTok avait, je crois qu'une fois que l'assignation a été envoyée, TikTok avait envoyé les informations, avait supprimé, etc. Donc TikTok était plus réactif que Meta pour le coup. On va dire que TikTok a pas pris une position contentieuse. TikTok a dit c'est sans doute pas mon problème. Moi j'ai pas, c'est moi je supprime les trucs. Vous me demandez, je supprime. J'ai sans doute suffisamment contenu pour pouvoir ne pas m'inquiéter avec ce sujet-là. Donc au contraire de Meta qui a dit moi je vois bien la position qui peut être, écoutez, moi j'attends d'avoir une position d'un juge avant de vous transmettre les infos. Voilà. J'ai pas d'infos sur un éventuel appel en fait contre ces jugements. Je sais pas si ils vont faire quoi avec ces identités. Ils vont aller actionner directement l'influenceur. Bah oui, bien sûr, ouais. Ah, donc c'est l'influenceur qui peut être poursuivi plus que la marque. Ouais, parce que là, on sait pas trop si la marque a payé l'influenceur pour le faire ou si c'est... Généralement, l'influenceur le dit quand il est sponsorisé par une marque aussi, mais quand c'est de son plein gré... il n'a pas intérêt à dire qu'il est sponsorisé par une marque, puisque là, ça qualifie directement la publicité, et il sait très bien que des publicités pour l'alcool, c'est risqué. Surtout entre les mains d'un influenceur dont le but, justement, c'est d'échapper à ce côté informationnel. Donc, je pense que moi en tout cas, la vision que j'en ai, c'est que le but, c'est d'aller taper ces gens-là. Alors, soit par des actions civiles, je serais pas étonné qu'ils fassent des actions pénales, qu'ils lancent des actions pénales contre ces gens-là. Ok. J'avoue que ça serait chaud, et en même temps, ça pourrait faire comprendre que c'est pas bien de faire n'importe quoi non plus. Mais ouais, c'est quand même dur pour les influenceurs qui sont juste là pour gagner un peu d'argent. En parlant de leur mode de vie, quoi. Donc c'est vrai que ça impose en fait une professionnalisation du métier d'influenceur. C'est-à-dire que être influenceur, c'est pas anodin. Notamment sur des réseaux, je pense à TikTok où on s'adresse sans doute vraiment à des jeunes. Alors Instagram, je pense que la population est plus répartie sur l'ensemble de l'âge, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Donc après, je connais pas les influenceurs visés, donc je ne saurais dire s'ils sont particulièrement
connu des jeunes gens plutôt que des vieux croutons comme moi. Mais oui, je pense que ça impose en fait que être influenceur, c'est aussi être un acteur de la publicité. Et on est professionnel de la publicité en réalité, et du coup, on doit se conformer à l'ensemble de ces aspects-là, quoi. Ouais, c'est sûr. Et j'avais vu un autre article du 9 février, je ne sais pas si tu l'as lu, sur Alcool et droit, rédigé par Maître Olivier Poulet, qui est avocat au barreau de Rennes. Et en gros, le titre de l'article, c'était « Une décision de justice qui n'éclaire pas vraiment comment faire de la publicité pour les boissons alcoolisées ». Et lui, en gros, il était plutôt sceptique et il cassait un petit peu... ce qui est très difficile dans cette décision, c'est que la qualification de l'illicéité de la publicité, c'est très réduit. On a des descriptions très réduites de ça et du contenu des publications. En plus, ils mettent les URL, mais ils sont bien gentils. Du coup, ils ont ordonné leur suppression, donc c'est impossible aujourd'hui d'aller voir ce que c'est. Il y en a beaucoup. Et en plus, on va dire que moi, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que moi, en tant que particulier, je fais une photo avec des copains, on voit une bouteille par exemple, ils citent une bouteille d'Aperol Spritz. Je dis en train de boire un Spritz Aperol avec des copains, et je tag la marque parce que je suis sympa, parce que j'aime bien le CM ou des trucs comme ça. Est-ce que ça me fait moi tomber là-dedans ou pas ? Est-ce que je fais de la publicité ou pas ? Moi, je le fais tout le temps avec Super Potion. Je reçois des produits, je les tag, je fais de l'unboxing, mais j'en fais pas plus en fait. Et je dis apéro du vendredi soir et vous. Mais ouais, je vais me faire taper dessus peut-être un jour. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre quand même que c'est le setup autour qui est problématique. C'est-à-dire que si je reprends le jugement là, alors attends, parce que là j'ai la liste à l'après-vert de tous les trucs. Eux, c'est mettre en place le délire, tu vois, une bouteille d'apérol dans un pique-nique sur la plage et qui dégage des émotions positives. Moi, j'avoue que je prends une photo du produit. Chilling time, tu vois, il parle de chilling time, c'est parti pour une nouvelle aventure, voilà, des choses comme ça. Donc, il vaut quand même un peu plus loin que la simple présentation du produit. Ça, c'est sûr. Mais c'est une vraie question. S'il n'y a pas d'appel, je serais personnellement un peu déçu pour l'élaboration de la jurisprudence, parce que je trouve que il y a des arguments à aller regarder et des trucs à aller creuser pour justement poser des critères un peu plus précis. Je pense pas qu'il y aura d'appel parce que sur le Urbes Triflon, on est en mai 2022, on n'a pas de décision d'appel à ce jour, donc je pense que justement la position de Meta, c'était d'attendre d'avoir une décision d'un juge avant de transmettre des informations personnelles de ses clients. Et pas simplement les transmettre sur simple demande d'une association. Mais bon, on verra. Hein. C'est pas forcément dit. Et il y a cette question de ce qui va se passer après. Moi, je pense qu'il y aura, à titre personnel, je serais pas étonné qu'il y ait des citations directes faites devant le tribunal correctionnel des personnes en question, selon leur statut. Est-ce que Addiction France va viser des particuliers ? Si jamais on voit que c'est des particuliers qui n'ont pas forcément d'activité d'influenceur, est-ce qu'ils vont vraiment les targeter, ou est-ce qu'ils vont se concentrer sur des influenceurs en se disant vous êtes des professionnels, donc c'est parce que vous avez une activité professionnelle de mise en valeur que vous faites de la publicité. Pour l'instant, on verra. D'accord. On verra bien. Et moi, j'avais un côté, un penchant marketing complètement inverse. Et là, c'est peut-être une question étrange, je sais pas, mais je vais t'en parler. Tu vas me dire ce que t'en penses. Pour moi, du coup, la loi, elle interdit d'associer des aspects positifs liés à la consommation de l'alcool. Ouais. Mais qu'en est-il pour une marque qui prendrait le contre-pied total avec une communication irrévérente, pardon. Et je m'explique. En fait, j'ai fait un podcast avec dans mon autre émission The Bottlefield Show sur une marque suédoise qui s'appelle Alcoholic Vodka. Ouais. Donc vodka alcoolique, mais le titre de la marque c'est Alcoholic Vodka. Et en gros, leur marketing, leur rédaction sur leur site web, je l'ai traduit en français parce que sinon c'est tout en anglais, mais ils prennent un contre-pied total. Alors eux, il y a sûrement pas de loi E20 là-bas, mais en tout cas, le texte, tu vas me dire si ça passera en France. Ne buvez pas Alcoholic Vodka, c'est cher et mauvais pour vous. Réfléchissez-y à 2 fois avant de la commander. Ce produit est extrêmement nocif pour la santé et peut provoquer diverses maladies graves. Si pour
si pour une raison ou une autre vous devez en boire, faites-le de manière responsable. Il existe de nombreuses alternatives à cette boisson dangereuse. Alcoolic Vodka est fabriquée à partir d'eau de source suédoise pure. Cependant, elle est tout aussi mauvaise pour la santé que n'importe quel autre vodka. La consommation nocive d'alcool est responsable des handicaps et de la mauvaise santé des millions de personnes. Elle contribue à plus de 3 millions de décès chaque année dans le monde. Et en dessous, commandez notre vodka alcoolisé aujourd'hui, entre parenthèses, ou plutôt ne le faites pas, prix de la bouteille, machin. Et donc, ils ont pris un contre-pied totalement inverse en brandant le fait qu'il faut pas la boire. Donc forcément, il y a un côté un peu irrévérent, il y a une tête de mort et un squelette sur la bouteille. C'est un pendant inverse. Sauf qu'en fait, marketingement, ça marche. Donc en France, ça marcherait, ça ? De ce que tu me lis, je trouve que c'est assez informationnel, le contenu, en fait. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est vrai tout ça, c'est une vraie information. C'est pas, tu vas passer un bon moment, un truc un peu plus impalpable, en fait. Ouais, sauf qu'il y a un branding, c'est fait de manière très léchée, le packaging il est beau, et au final c'est humoristique, c'est de l'autodérision, mais c'est hyper bien senti marketingement. Je pense que ça va dépendre, enfin le texte seul, moi je pense poserait pas à titre personnel, je pense que ça poserait pas de problème. La question, ça va être l'environnement dans lequel ça va être installé en fait. Mais tu sais, donc, sur le bouchon, il y a marqué don't drink it, machin. Enfin, en gros, ils font tout pour que tu la dévisses pas, la bouteille, quoi. Et ça te donne envie, au final, de la dévisser, quoi. Mais justement, tu peux dire aussi, est-ce que moi, je vois bien l'axe de défense disant, écoutez, on a prévenu de tous les effets néfastes que cette boisson pourrait avoir. On en a tiré un élément un peu humoristique, mais en réalité, on ne ment sur rien. On n'apporte aucun élément on n'a pas d'élément de mise en valeur, on va dire, subjectif et un peu impalpable. On se repose que sur des informations qui peuvent être vérifiées. Et du coup, techniquement, je serais pas forcément gêné par ça. Ok. Donc ça peut fonctionner, de partir sur l'inverse et avoir une communication plus... anti-marketing. Je pense que partir sur l'inverse c'est possible, mais je partirais sur l'inverse. Ce qui est important, c'est pas tellement que ce soit l'inverse, mais c'est que ça reste informationnel. C'est que ça reste des éléments qui peuvent être vérifiés, en fait. Ok. Facilement prouvable. D'accord. Il y a peut-être un autre aspect qui a fait l'objet d'une audience dont on n'a pas le résultat. Je n'oserais tirer de conclusion sur la raison pour laquelle on n'a pas les résultats. Addiction France a initié une citation directe devant le tribunal correctionnel, je crois, de Nanterre, si je ne m'abuse, contre Captain Morgan, tu sais, la marque de rhum. Ouais. Avec le pirate. Ouais. Du coup, ils ont publié un petit article, un petit communiqué sur leur site internet disant voilà, l'audience a eu lieu tel jour, il s'est passé ça, etc. L'argument qui semble être défendu par Addiction France dans ce cadre-là, c'est de dire le pirate, parce qu'il y a un des aspects que j'ai pas forcément cité du texte, mais c'est que ces mentions là, cet article sur les mentions, à un moment il dit le packaging. Alors c'est pas exactement le packaging, c'est quoi ? Le conditionnement ne peut être produit que s'il est conforme aux dispositions précédentes. Et il y a aussi des décisions qui disent, grosso modo, tout ça s'applique aussi à la bouteille, au conditionnement, etc. D'accord. Et je pense qu'ils sont partis, ils ont utilisé donc cet arrêt de la Cour de cassation de 2020 sur justement cet enjeu d'objectivité des mentions. Cette autre jurisprudence qui dit voilà, tout ça, ça doit aussi s'appliquer à la bouteille, pour dire écoutez, votre Captain Morgan là, on voit pas tellement le lien avec le rhum, c'est un peu limité. Vous êtes pas une compagnie de pirates, une compagnie d'origine caribéenne. Vous n'avez pas en plus Captain Morgan, c'est un produit qui appelle aux enfants, etc. Et donc c'est le simple fait de mettre Captain Morgan, ou en tout cas de mettre un pirate sur la bouteille, qui est problématique. Imager, figurer une mascotte, ou ça peut être... Ouais, alors c'est en tout cas ce qu'ils ont défendu. Je n'ai pas encore forcément... on n'a pas le résultat, en fait. Attends, je reprends l'article.
qu'ils avaient pondu, mais je crois qu'on attendait une décision. Alors, l'audience a eu lieu le 25 mai 2022. Ils annonçaient un verdict en septembre 2022 et j'ai pas de nouvelles. Je vais régulièrement, je fais des petites recherches pour voir si on a des news, etc. Je n'ai pas de nouvelles là-dessus. Et donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut potentiellement dire, parce que ça arrive aussi, qu'il y a des prorogations de délibérés, c'est-à-dire qu'on devait rendre la décision en septembre, mais en fait, le juge a trop de travail, donc on renvoie à plus tard. Même si là, maintenant, en mars 2023, on devrait quand même avoir une décision. Ça peut être que donc c'est Diageo qui fait Captain Morgan. Ça peut être que Diageo a fait appel et que en matière pénale, souvent ce qui se passe, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent le juge ne rédige la décision que si l'appel n'est pas, que s'il n'y a pas d'appel en fait. Parce qu'il y a tellement d'affaires en matière pénale qu'on attend en fait que la décision soit définitive pour la rédiger. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi que Addiction France a perdu et qu'ils n'ont pas voulu communiquer autour de ça. Et du coup, qu'est-ce que pourrait craindre Captain Morgan? C'est de ne pas avoir le pirate sur une bouteille en France? C'est ça. Ouais. C'était de supprimer le pirate, le pirate de ces bouteilles. Ouais. C'est en fait ce que je crains et ce qui fait que je suis assez critique de cet aspect, on va dire objectivité, c'est que j'ai l'impression que finalement ce vers quoi ça tend, c'est d'avoir des boîtes, des canettes, des bouteilles qui sont identiques uniformes, qui sont uniformes et qui sont comme en fait on fait pour les paquets de cigarettes. Comme c'est ça. Voilà. Et je trouve que il y a quand même une différence entre les cigarettes pour lesquelles la publicité est interdite et les alcools pour lesquels la publicité est autorisée. Elle est encadrée, mais elle est autorisée. Et je pense qu'il faut quand même, il y a forcément besoin de faire une différence. Voilà. Ouais. Ah ok, ça reste complexe, hein. C'est sûr que même quand on a un avocat à l'autre bout du micro, ça reste compliqué à nuancer. J'aimerais passer sur la deuxième partie qui sera un petit peu plus courte quand même, parce que là on en est déjà à 50 minutes. C'était sur tout l'aspect des marques de boissons en création. Donc peut-être pour les jeunes startups qui nous écoutent là, est-ce que déjà d'entrée de jeu, d'emblée, tu aurais des must-have ou des conseils juridiques pour ces marques en cours de création, quelles seraient les premières choses à faire ou à s'assurer selon toi? Alors, je pense que là, alors déjà il y a tous les aspects. Je pense qu'il faut aller rencontrer son douanier. C'est une chose importante à faire pour les aspects douaniers. Alors c'est pour les boissons alcooliques. Hein. Pour ça c'est pour les alcools parce que ceux qui font des sodas sont pas concernés. Mais c'est important d'aller rencontrer son douanier parce que la réglementation douanière est complexe. Alors, je pourrais dire d'aller voir un avocat. Je pense que c'est bien d'avoir un avocat aussi sur ces aspects-là, mais la particularité des douanes, c'est que les douanes ont des interprétations divergentes selon la direction régionale à laquelle on s'adresse, notamment sur ces questions d'accise. Et donc, c'est plutôt important d'aller connaître son douanier et d'aller le rencontrer. Et en plus, c'est lui qui va nous contrôler. Et donc, c'est bien de savoir un peu qui c'est, qui nous connaisse, qui a une relation de confiance qui s'installe. Donc, c'est plutôt pas mal d'aller rencontrer son douanier sur ces aspects-là. Alors, attention, à partir de janvier prochain, tous ces aspects accises vont passer côté DGFiP. Donc, il faudra aller voir le fisc. Le fisc sera sans doute un peu moins accessible que la douane, parce que la douane se targue d'être conseil des entreprises également. Donc, on espère que les directions fiscales locales auront aussi ce rôle de conseil, mais c'est pas forcément assuré. Ok. Deuxième point, sur des aspects un peu plus généralistes, moi je conseille quand même de créer une structure juridique, d'avoir une entité séparée. Pour des raisons de sécurité du patrimoine, parce que ça permet de limiter quand même la responsabilité, sous réserve bien sûr d'engagement auprès de la banque, etc., sur des garanties accordées, des cautions, etc. Mais donc quoi, une SASU au minima? Ouais, à minima une SASU, quoi. À minima une SASU. Et ça dépend après ça dépend si on le fait tout seul ou à plusieurs. Si on le fait tout seul, une SASU forcément c'est très bien. Si on le fait à plusieurs, elle ne sera pas unipersonnelle, donc ce sera une SAS.
Une ESS pour commencer, c'est très bien. C'est facile à faire, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher à monter, c'est plutôt très bien. Et d'ailleurs, quand on n'a pas de budget sur ça au début, pour créer les statuts juridiques et tout, tu peux aller sur legalstart.fr par exemple et le faire toi-même, ou tu conseilles quand même de passer par un expert comptable ou un avocat pour faire les statuts ou... Alors, ça dépend un peu des besoins et ça dépend de combien il y a de sous dans la balance. Ouais. Parce que les statuts de base et les statuts modèles etc., c'est très bien parce que ça fonctionne et ça permet au moins d'avoir une sécurité et de savoir que là, il y a un patrimoine de la société et qui est séparé du patrimoine personnel des associés. Donc, c'est le minimum. À partir du moment où il y a des sous, c'est là où les modèles et les choses un peu automatiques trouvent leurs limites. Parce qu'en fait, là, tout l'enjeu de la rédaction des statuts, la rédaction d'un pacte d'actionnaires, etc., c'est de gérer les relations entre associés. Et pour gérer des relations entre associés, il faut s'intéresser à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont, à ce qu'ils veulent en fait. Et donc, mine de rien, ça prend du temps. Alors sur la base, sur les premiers mois, forcément, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, du coup, c'est pas forcément un souci. Mais dès lors qu'il y a un peu d'argent, ou qu'il y a un investisseur qui rentre, ou qu'on génère du chiffre d'affaires, et du coup, où est-ce qu'on doit le mettre, etc., qui doit décider, est-ce que ça doit être investi, est-ce que ça doit partir en dividende, etc. Je pense que c'est important de se poser avec quelqu'un, de réfléchir à ce qu'on veut, et avec quelqu'un qui sait poser les bonnes questions, en fait, et qui dit, bah voilà, en pratique, souvent on fait ça, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez, etc. Et là, pour le coup, c'est un expert comptable ou un avocat ? Alors moi, je conseillerais toujours un avocat. D'accord. Pas forcément pour des raisons corporatistes, un peu, mais pas que. Non, je pense que les experts comptables ont une bonne maîtrise des aspects un peu secrétariat juridique, un peu la base, on va dire, du droit des sociétés. Je pense qu'il y a il y a des très bons experts comptables, très certainement, qui doivent aller beaucoup plus loin, etc. Mais un avocat, son métier, il y a quand même un aspect, en tout cas un avocat corporate de droit des sociétés, c'est quand même, il fait ça toute la journée, quoi. Il fait ça toute la journée, des statuts, des SPA, des pactes d'associés, il fait ça et il en fait suffisamment pour avoir un retour d'expérience sur ce qui se fait, ce qui peut être accepté, ce qui peut être négocié. Voilà. Et alors, si possible, je conseillerais que chacun des associés, si jamais les intérêts sont suffisamment contradictoires, prenne chacun un avocat. D'accord. Parce que un avocat, il est là pour défendre les intérêts de son client, et si un avocat a plusieurs clients et que les intérêts sont contradictoires, on va avoir un problème en fait. Ouais, comme les notaires. Ouais. Alors du coup, ça coûte des sous. C'est un investissement. C'est pour ça que forcément, au tout début, c'est pas forcément c'est pas forcément nécessaire, et c'est rarement fait parce que justement il faut avoir un peu de sous derrière, mais c'est pas forcément extrêmement cher. C'est entre 1000 et 2005, moi j'ai lu sur internet, je sais pas si c'est vrai. Ça dépend à qui on s'adresse, ça dépend ce qu'on négocie en fait. Et, si on est sur des purs statuts très basiques, 1000 euros c'est raisonnable. Si jamais on doit aller négocier un pacte, et avec qui, avec combien d'associés, est-ce qu'il y aura un investisseur, etc. Ça peut monter plus, ouais. Ok. Mais en tout cas, ça peut être refondu une fois qu'on a un peu plus d'argent dans la cagnotte, quoi. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est refondu quand il y a un investisseur qui rentre dedans, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Après, voilà, de toute façon, comme je dis toujours, un contrat, ça ne sert à rien jusqu'au jour où c'est indispensable. Voilà. C'est ce qu'il faut avoir en tête pour tous les contrats, que ce soit des statuts, parce que ce sont un contrat entre associés, que ce soit un pacte d'actionnaires, que ce soit un contrat de distribution, etc. Ouais. Ok. Et ouais. Pardon, non, tu avais peut-être un troisième aspect. Non, et l'autre aspect, c'est là, on voit que le droit des marques commence à imprégner le milieu de la bière. Ça y est, les actions arrivent, les gens se font un peu taper sur les doigts, etc. Ouais. Je recommande quand même de faire des vérifications, déjà du nom de la brasserie, savoir si on peut le déposer,
savoir donc d'essayer de déposer le nom de la brasserie quand même. Ouais. Et Avec le mot brasserie avant ou peu importe? peu importe. D'accord. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que en marque, en fait, on dépose une marque qui peut être verbale, qui peut être figurative ou qui peut être les deux, Ouais. un mélange des deux. Et on la dépose pour des classes. Donc c'est pour dire des Ouais. catégories de produits. Donc il y a une catégorie assez généraliste sur les alcools, notamment. Et ce qui se passe, c'est que souvent, alors parfois l'INPI la refuse, parfois l'INPI l'accepte, mais c'est pas parce que l'INPI l'accepte qu'elle est forcément valable en fait. Elle peut être remise en cause par la C'est suite. une de mes questions, ça. Ouais. Non, Est-ce que dès lors où tu possèdes, où tu as acheté ta marque pour, je sais pas, 100 ou 200 balles, est-ce que tu as le droit d'exploitation totale sur le nom de la marque dans cette classe-là, ou est-ce qu'il faut faire encore des trucs? Non, alors logiquement, l'enregistrement, ça suffit. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que parfois, donc il y a des enjeux d'antériorité en fait, et l'enjeu d'antériorité, donc ta marque peut être invalide pour une marque identique. Donc ça, l'INPI, elle saura le reconnaître. Tu as une marque identique sur la même classe, t'inquiète, ils vont pas te l'accorder. En revanche, tu peux avoir des cas où la marque est plutôt similaire. Où selon la présentation, c'est assez proche. On n'utilise pas les mêmes lettres, mais la prononciation est proche, ou etc. Donc là, phonétiquement ou les ouais, lettres, quoi. D'accord. c'est ça. Et du coup, ça, par contre, ça demande un petit travail. Alors, ça demande un petit travail. Pareil, il y a des services qui peuvent être qui sont fournis en fait de vérification d'antériorité. L'INPI en fournit, je crois. Je sais plus combien ça coûte. Je crois que c'est pas hyper cher, mais l'INPI en fournit. C'est basique. C'est une vérification d'antériorité un peu basique. Sachant qu'après, en fait, c'est un rapport d'antériorité et après, il faut se poser la question, il faut se creuser un peu la tête. Après, il y a aussi des gens qui sont spécialisés là-dedans, que ce soit, alors, soit des avocats, soit des conseillers en propriété industrielle qui font ça. Et ça vaut le coup d'entrée de jeu ou ouais, parce que si tu choisis un nom et qu'en fait t'as un problème d'antériorité et que t'as tout lancé ton biz pendant un an et demi, il faut tout revoir. Ouais, alors c'est une vraie question et comme toujours, après c'est aussi des questions de ressources. Combien on est prêt à mettre là-dedans et combien on a quoi. Mais sachant que c'est un travail. Alors moi j'en fais pas à titre personnel des vérifications d'antériorité, mais je sais qu'il y a des gens dans le cabinet qui en font. Et c'est assez chronophage en fait. Ça prend du temps de faire ça. Ça prend du temps et ça demande pas mal d'expérience parce qu'il faut avoir un peu de sensibilité sur ce qui peut être accepté ou pas par des tribunaux en fait. Donc c'est pour ça que c'est assez. On peut pas le faire en tant que particulier. Enfin, c'est pas juste fouiner sur Internet. Tout ce qui existe à ce niveau-là, au niveau du nom. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les bases de données, de marques. Alors il y a l'INPI, mais il y a aussi le registre des marques européens, qu'il ne faut pas oublier, puisque l'INPI accorde une marque sur le territoire français, mais si tu veux et que tu veux payer un peu plus cher, tu peux aussi aller prendre une marque européenne qui est valable sur l'ensemble du territoire européen. Et donc on va regarder et on va se dire, on va se poser la question de là, on va regarder les marques qui sont identiques. Donc, est-ce qu'elles ont été prises sur la même classe, etc. On va regarder les marques qui sont proches. Sur une marque verbale, le raisonnement est, on va dire, plus facile, puisque c'est un texte, on se pose la question de comment il est prononcé, etc. C'est plutôt plus facile. Quand on part sur les marques figuratives ou semi-figuratives, ça demande un peu plus de subtilité, ça demande un peu plus d'expérience, en fait. Voilà. Ok. Donc oui, ça existe. Je pense qu'on peut prendre le risque au début, mais c'est prendre un risque. C'est savoir que c'est prendre un risque de déposer une marque sans vérification d'antériorité ou avec une vérification un peu rapide. Et l'antériorité, en estimation, ça coûte quoi, 1000 euros? Ça, je sais pas ça. J'ai pas fait de devis encore là-dessus, donc. Ok, ça marche. J'avais une autre question, je sais pas si c'est important ou pas, ou si c'est bizarre. Côté sans alcool, parce que c'est un gros boom le sans alcool, est-ce qu'on est forcément dispensé de la loi E20 ? Par exemple, si une brasserie ou une marque évoquerait des codes de la bière, mais ne vendrait que des boissons sans alcool à 0,0%, est-ce qu'il peut y avoir un risque avec cette loi ou est-ce qu'on est totalement free de faire ce qu'on veut ? Alors, la publicité est interdite dès lors qu'elle est faite directement ou indirectement pour une boisson alcoolique. Du coup,
quand tu prends une marque qui vend de l'alcool et que tu fais la même bière mais sans alcool, Ouais. et que tu la vends et que tu fais de la publicité autour, dans la mesure où tu fais de la publicité pour, je sais pas moi, Affligem 00 par exemple, puisque tu fais de la publicité pour Affligem en réalité, à ce moment-là, tu dois respecter la loi E20. Ouais. En revanche, si tu as une marque complètement séparée, qui n'est dédiée qu'au sans-alcool, à ce moment-là, tu es dispensé de la loi E20. Puisque, visiblement, alors il y a une petite question d'interprétation, j'entrerai pas dans le débat, mais visiblement, en tout cas, ça pose pas de problème. Pour preuve, Tourtel est parrain du Tour de France. Ouais, ok. Voilà. Et eux, ils ont jamais fait une version alcoolisée de leurs produits. Ah non. Donc du coup Tourtel, alors même si Tourtel, je crois que c'est, je sais plus quel grand groupe d'alcooliers. C'est une marque indépendante, donc c'est pas visible. C'est ça. Pour le consommateur. Mais c'est Kronenbourg, donc c'est Carlsberg. Mais ils sont du coup partenaires du Tour de France depuis 1 ou 2 ans, je crois. Ouais, on parle du Tour de France, donc on est en France et c'est Tourtel. Ouais, donc là c'est plutôt clair. Ouais. Et si jamais tu fais ta boisson sans alcool et qu'un jour tu passes à de l'alcoolisé, comme l'a fait, je sais pas, Coca en rachetant Topo Chico, au final, toi tu serais obligé de changer de marque. Enfin, tu pourrais pas profiter de l'antériorité de ta marque et de la notoriété de cette marque sans alcool pour faire une nouvelle gamme avec alcool dans le même nom. Ou alors tu pourrais le faire, mais sans. Mais à ce moment-là, tu te quoi. restreins sur la publicité faite pour tes autres produits sans alcool. Pour tous les premiers. Okay, pour le futur. Ok. Donc pour le futur, on pourrait plus faire ce qu'on a fait dans le passé. C'est D'accord. Ouais, c'est ok. C'est intéressant au final, mais parce que avec ce boom des sans alcool. Mais bon, toutes les brasseries actuelles qui brassent maintenant des sans alcool n'auraient pas le droit de faire de la pub. Non. Pour ce sans alcool là, quoi. Enfin, du coup, elle serait contrainte par elle serait contrainte par la loi E20. Ok. Ouais. Ok. À moins de créer une entité séparée ou créer une marque spécifique pour leur bière sans alcool ou même leur soda. Hein. On voit, il y a des brasseries qui font des sodas, des limonades, etc. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Bah, on avait vu pour le Heineken 00, là, ils avaient fait de la pub, je sais pas, pour la Coupe du Monde ou un truc de foot, et effectivement ça faisait parler, ou c'était pas très clean, ou ça faisait pas c'était borderline, quoi. Mais ok. Et est-ce que là on touche à la fin du podcast, est-ce que toi il y avait d'autres sujets dont tu aurais souhaité parler, des trucs très récents ou des trucs qui te portent à cœur toi vis-à-vis de tout ça? Moi je pense que moi j'attends avec impatience cette décision Captain Morgan. J'attends de voir ce que ça va donner. Non, je pense que le sujet intéressant, c'était ce sujet des questions d'origine, mais je pense que c'est suffisamment différent pour pas l'aborder et suffisamment compliqué pas l'aborder. Mais ouais, je pense que là, la loi E20, c'est un peu le sujet de l'année, on va dire. On verra ce que va donner ces questions justement d'influenceurs. Mais je serais pas étonné qu'on ait 2-3 procédures dans l'année qui fassent un peu jaser. Voilà, après on n'est pas à l'abri d'une autre actualité. Donc en gros les 37 influenceurs, il faut qu'ils changent de pays. Il faut qu'ils aillent au Panama, c'est ça? Bah non, parce que s'ils targetent le territoire français, ils sont concernés par la française. Donc après, il faut aller les poursuivre, c'est plus compliqué, mais c'est une question d'exécution, c'est pas une question de principe. Ouais. Ok, trop bien. Avant de finir, est-ce que tu pourrais rappeler aux auditeurs quel est ton meilleur moyen de contact, LinkedIn ou mail ou site? Alors, je suis facilement accessible donc sur LinkedIn, donc sous mon nom, Pierre Galmiche, ou sur Twitter aussi, où je suis assez actif, pgalmiche. Sinon, sur le site d'Aramis, donc aramis-law.com, il y a ma fiche avec mon adresse email, donc c'est assez facile de me retrouver et de m'envoyer un email. Et je serai présent le 24 mars à Saint-Malo, où je ferai une présentation justement sur le droit des marques pour parler un peu de l'actualité, parce qu'il y en a, et des petites choses à
sur lesquels il faut faire attention, sur lesquels il faut un peu sans doute se professionnaliser au vu de l'actualité. D'accord, donc ouais, un petit complément de ce podcast, quoi. Voilà. Parfait, ok, et ben merci de t'avoir reçu aujourd'hui, c'était bien cool et on a eu pas mal de réponses, j'espère que ça aura aidé quelques auditeurs qui se posent des questions. Et on verra sur l'avenir de cette loi en France et tout ce qui est jurisprudence sur les réseaux sociaux, très important avec les influenceurs. Parfait. Merci beaucoup, Ludovic. Merci. Ouais. À très bientôt. Merci à toi. À bientôt.